Bienvenue à tous. Cette vidéo sera une synthèse des 2 dernières vidéos sur la série du repeuplement et des Cabbage Patch Kids. Assurez-vous de les avoir vues. La première était au sujet des cartes postales de repeuplement avec les bébés nés dans les choux, et le second était au sujet du tout premier film La Fée aux choux de 1896. Cette vidéo a été inspirée par un post de Cadet, donc vraiment merci beaucoup à lui. L'idée n'est pas nouvelle, mais il est intéressant de revenir sur ce concept, maintenant que l'on découvre davantage d'informations. Beaucoup ont pensé que nous disions littéralement que nous venions des choux. Cette vidéo vous aidera à expliquer les 2 dernières. Donc, à quoi ces cartes postales font-elles référence exactement ? Eh bien, il semblerait que les cartes postales fassent référence à un processus récent d'ensemencement ou de clonage, ce qui signifie que les choux ne sont qu'un symbole de renaissance, un symbole des organes génitaux féminins, la similitude avec la forme d'une tête de bébé, et l'idée que les humains ont été cultivés en masse. Cela signifie qu'il s'agit d'une sorte d'opération dans laquelle il y avait des usines à bébés, des bébés produits en grande quantité dans un certain but. Comme beaucoup l'ont mentionné, il y a même une composante eugénique à cela, où des phénotypes spécifiques ont été sélectionnés en fonction de l'objectif à atteindre. Avec les films d'Alice Guy, nous avons appris que non seulement l'origine des films est entourée de mystères, mais que ces premiers films étaient tout à fait occultes, utilisant des symboles pour créer un certain état de conscience. Ce vieux film étrange a été utilisé pour promouvoir les couveuses à l'exposition universelle de Paris en 1896. Cette opération doit donc avoir un lien avec les couveuses, non ? Nous disposons d'une référence datant exactement de cette époque, qui explique où l'on se procurait ces bébés prématurés. Oh, et plus tard, nous allons discuter de ce film qui parle de ces choses, mais je voulais souligner qu'il semble que les Cabbage Patch vidéos ont si bien marché sur Netflix. Il y a quelque temps, le film Storks s'est classé numéro 5, et ce film est de 2016. Donc c'est étrange que soit les gens le regardent maintenant, soit ils l'ont récemment ajouté. Et dans tous les cas, c'est un timing très intéressant. Un symbolisme flagrant existe dans le film. Mais avant cela, existe-t-il des références anciennes à des usines de repeuplement ? Nous y avons déjà fait référence, mais c'est le moment idéal pour entrer dans les détails de l'ancien symbole d'Artémis ou Diane d'Éphèse. Diane est le nom latin et Artémis le nom grec. Elle était essentiellement la grande déesse mère de la fertilité. Dans la mythologie classique, Artémis est associée à la déesse vierge de la chasse, de la forêt et des animaux. Mais curieusement, Éphèse, étant située en Asie mineure, une grande influence orientale s'est mêlée à l'influence grecque, créant un symbole entièrement nouveau. Les Éphésiens croyaient qu'Artémis et Apollon étaient nés dans un bosquet appelé Ortygia, qui est également très proche de l'ancien nom grec de l'Irlande, Ogigi ou Ogygia, l'ancienne terre de la forêt, qui aurait été le lieu de naissance du premier centre de repeuplement après le déluge dans de nombreux textes religieux anciens. Les Éphésiens croyaient donc que leurs dieux, ceux qu'ils consacraient toute leur vie à adorer, étaient eux-mêmes nés d'un ancien bosquet, mais pas seulement. Ils mettaient aussi l'accent sur le symbole de la fertilité, représentant leur déesse avec de nombreux seins, ou ce qui ressemble à des œufs, et des jambes serrées l'une contre l'autre. Dans la géographie de Strabon, il précise que, citation, sur la même côte, légèrement au-dessus de la mer, se trouve aussi Ortygia, qui est un magnifique bosquet de toutes sortes d'arbres, surtout des cyprès, traversé par le fleuve Sancrius, où Léto se serait baigné après son accouchement. C'est là en effet que se trouve le lieu mythique de l'accouchement de la nourrice Ortygié, du lieu saint où eut lieu l'accouchement et de l'olivier tout proche, où la déesse se serait d'abord reposée après avoir été soulagée de son travail. Au-dessus du bosquet se trouve le mont Solmissus, où, dit-on, les curettes se sont postées et ont effrayé Héra par le vacarme de leurs armes lorsqu'elle espionnait jalousement Léto, et lorsqu'ils ont aidé Léto à dissimuler à Héra la naissance de ses enfants. Il y a plusieurs temples à cet endroit, certains anciens et d'autres construits plus tard. Dans les temples anciens, on trouve de nombreuses images anciennes en bois, mais dans les temples plus récents, on trouve des œufs de Scopa. Par exemple,
Leto tenant un sceptre et Ortigide se tenant à côté d'elle avec un enfant dans chaque bras. Une fête générale y est organisée chaque année. Et selon une certaine coutume, les jeunes s'y disputent les honneurs, notamment par la splendeur des banquets qu'ils y organisent. C'est aussi à cette époque qu'un collège spécial de curettes tient des symposiums et accomplit certains sacrifices mystiques. Fin de citation. Son temple se trouvait dans l'ancienne ville d'Éphèse, une grande ville portuaire. Ce temple était l'une des 7 merveilles du monde et a été décrit comme le plus grand temple ou bâtiment de l'Antiquité. Cette structure antique servait de lieu de culte avec des rituels mystiques impliquant des sacrifices à cette déesse à la poitrine multiple et à la fertilité divine. Ce temple n'était pas seulement un centre religieux, mais aussi un centre économique. C'était une banque essentielle, car personne n'osait voler dans un lieu saint. On dit que c'était la plus grande banque de l'époque. Le temple a été reconstruit à plusieurs reprises au cours de l'histoire. De nombreuses versions auraient été construites alors qu'il a été détruit par de nombreux envahisseurs, dont les chrétiens, qui l'ont démoli pour en retirer tous les vestiges païens. Ces opérations d'ensemencement n'étaient pas limitées à un seul endroit, mais de nombreuses légendes font référence à cette idée de la déesse mère et de ses enfants, car beaucoup de ces histoires ont été déguisées sous la forme de mythes. Dans son œuvre la plus précise, le Timée, Platon révèle le secret des cycles et des remises à zéro des civilisations anciennes avancées et le fait qu'il y a eu plus d'un déluge. Citation. D'abord, vous ne vous souvenez que d'un seul déluge, alors qu'il y en a eu beaucoup d'autres auparavant. Ensuite, vous ne savez pas qu'autrefois habitait dans votre pays la plus belle et la plus noble race d'hommes qui ait jamais vécu, et que vous et toute votre ville descendez d'une petite graine ou d'un reste d'entre eux qui a survécu. Fin de citation. À première vue, cela peut sembler être un simple artifice littéraire, mais il est utilisé à nouveau. Citation. Solon s'étonna de ces paroles et pria instamment les prêtres de l'informer exactement et en bonne et due forme sur ses anciens citoyens. « Tu es le bienvenu, Solon, dit le prêtre. Pour votre bien et celui de votre ville, et surtout pour le bien de la déesse qui est la patronne, la mère et l'éducatrice de nos 2 villes. Elle a fondé votre ville 1000 ans avant la nôtre, en recevant de la terre et d'Héphaïstos la semence de votre race, et elle a ensuite fondé la nôtre. » Fin de citation. Plus loin dans le livre, il devient très alchimique et commence à décrire la création de l'homme en utilisant la même terminologie. Citation. Les os, la chair et les autres parties similaires de notre corps ont été créés de la manière suivante. Le premier principe de tous ces éléments a été la génération de la moelle. C'est là, en effet, que se nouent les liens de la vie qui unissent l'âme au corps, et c'est sur eux que repose la racine et le fondement de la race humaine. La moelle elle-même est créée à partir d'autres matériaux. Dieu prit, parmi les triangles primaires, ceux qui étaient droits et lisses, et qui, par leur perfection, étaient aptes à produire le feu et l'eau, l'air et la terre. Il les sépara de leur espèce et, les mêlant les uns aux autres dans de justes proportions, il en fit la moelle qui devait être la semence universelle de toute race humaine. Puis, dans cette semence, il planta et enferma les âmes. Et dans la distribution originelle, il donna à la moelle autant de formes diverses que les différentes espèces d'âmes devaient en recevoir par la suite. Ce qui, comme un champ, devait recevoir la semence divine, il l'arrondit dans tous les sens, et il appela cette partie de la moelle le cerveau, dans l'intention que, lorsqu'un animal serait perfectionné, le vaisseau contenant cette substance soit la tête. Mais celle qui devait contenir la partie restante et mortelle de l'âme, il la répartit en figures à la fois rondes et allongées, et il les appela toutes du nom de moelle. Et à celles-ci, comme à des ancres, fixant les liens de l'âme entière, il entreprit de façonner autour d'elle la charpente entière de notre corps, construisant pour la moelle, tout d'abord, une couverture complète d'os. Fin de citation. Timée continue à décrire en détail comment les dieux nous ont créés et utilise un jardin comme référence, ce qui est très étrange. Au début, on pense qu'il parle simplement de Dieu et de l'âme, mais ensuite il dit, citation, « Mais nos créateurs se demandant s'ils devaient faire une race qui vivrait plus longtemps,
ce qui serait pire, ou une race qui vivrait moins longtemps, ce qui serait meilleur. En vint à la conclusion que chacun devait préférer une vie plus courte, ce qui était mieux, à une vie plus longue, ce qui était pire. Ils couvrirent donc la tête d'eau mince, mais non de chair et de nerfs, puisqu'elle n'avait pas d'articulation, et c'est ainsi que fut ajoutée la tête, qui avait plus de sagesse et de sensibilité que le reste du corps, mais qui était aussi beaucoup plus faible chez tous les hommes. Pour ces raisons et de cette manière, Dieu plaça les nerfs à l'extrémité de la tête, en cercle autour du cou, et les colla ensemble par le principe de ressemblance. Il y fixa les extrémités des mâchoires au-dessous du visage, et il dispersa les autres nerfs dans tout le corps, en les attachant membre par membre. Les créateurs de l'homme ont conçu la bouche telle qu'elle est aujourd'hui, avec les dents, la langue et les lèvres, en vue du nécessaire et du bon, aménageant l'entrée pour le nécessaire, la sortie pour le meilleur. Car ce qui est nécessaire, c'est ce qui entre et nourrit le corps. Mais le fleuve de la parole, qui sort de l'homme et sert à l'intelligence, est le plus beau et le plus noble de tous les ruisseaux. Cependant, la tête ne pouvait pas être laissée à l'état d'eau nue, à cause des extrêmes de chaleur et de froid des différentes saisons, ni être entièrement couverte, ce qui la rendrait terne et sans intérêt pour l'homme, en raison d'une prolifération de chair. La nature charnue n'était donc pas entièrement desséchée, mais une sorte d'écorce s'est détachée et est restée en place, et ce que l'on appelle aujourd'hui la peau. Celle-ci se rencontra et se développa grâce à l'humidité cérébrale, et devint l'enveloppe circulaire de la tête. En effet, nos créateurs savent bien que les femmes et d'autres animaux seraient un jour conçus à partir d'hommes, et ils savaient aussi que de nombreux animaux auraient besoin d'ongles pour de nombreux usages. C'est pourquoi ils ont façonné dans l'homme, lors de sa première création, les rudiments des ongles. C'est dans ce but et pour ces raisons qu'ils ont fait croître la peau, les poils et les ongles aux extrémités des membres. Maintenant que toutes les parties et tous les membres de l'animal mortel étaient réunis, que sa vie consistait nécessairement en feu et en souffle, et qu'il dépérissait, donc par dissolution et épuisement, les dieux conçurent le remède suivant. Ils mêlèrent une nature semblable à celle de l'homme à d'autres formes et perceptions, et créèrent ainsi une autre sorte d'animaux qui seraient un jour formés à partir des hommes. Les arbres, les plantes et les graines qui ont été améliorés par la culture et qui sont maintenant domestiqués par nous. Il n'y avait autrefois que les espèces sauvages, qui sont plus anciennes que les espèces cultivées. En effet, tout ce qui participe à la vie peut être véritablement appelé un être vivant, et l'animal dont nous parlons maintenant participe de la troisième sorte d'âme, que l'on dit être assise entre le ventre et le nombril, n'ayant aucune part à l'opinion, à la raison ou à l'esprit, mais seulement aux sentiments de plaisir et de douleur, et aux désirs qui les accompagnent, car cette nature est toujours dans un état passif, tournant en lui-même et autour de lui-même, repoussant le mouvement de l'extérieur et utilisant le sien propre, et par conséquent n'est pas doté par la nature du pouvoir d'observer ou de réfléchir sur ses propres préoccupations. C'est pourquoi il vit et ne diffère pas d'un être vivant, mais il est fixe et enraciné au même endroit, n'ayant pas le pouvoir de se mouvoir lui-même. Après que les puissances supérieures eurent créé toutes ces natures pour nous nourrir, nous qui sommes de nature inférieure, elles creusèrent divers canaux à travers le corps, comme à travers un jardin, afin qu'il soit arrosé comme par un ruisseau qui coule. Fin de citation. Il y a plus à dire sur ce sujet, mais pour continuer à avancer, il décrit essentiellement comment nos créateurs ont pris l'une de nos formes originales et l'ont transformée pour en faire une nature plus matérielle, attachée au sens primaire, sans pouvoir de volonté propre, afin de les rendre moins semblables à des dieux. Un processus très étrange dans lequel la chair s'attache à l'os. Mais c'est plus qu'une simple explication métaphysique spirituelle de la formation des corps. Cela semble être une sorte de manuel, car il y a des décisions à prendre, les créateurs ont dû choisir combien de temps ces êtres vivraient, et il semble que la graine d'origine avait une durée de vie beaucoup plus longue. À la fin, il explique que la graine est un utérus. Il est également clair qu'il fait une distinction entre Dieu, celui qui a créé l'âme, et les dieux qui ont manipulé les corps physiques. Ok, c'est le dernier paragraphe à parcourir et il est très important parce qu'il s'agit de la fin du Timée. Citation.
Ainsi, notre projet initial de parler de l'univers jusqu'à la création de l'homme est presque achevé. Nous pouvons mentionner brièvement la génération des autres animaux, dans la mesure où le sujet se prête à la brièveté. C'est ainsi que notre argumentation atteindra une juste proportion. En ce qui concerne les animaux, on peut donc faire les remarques suivantes. Parmi les hommes qui sont venus au monde, ceux qui ont été lâches ou qui ont mené une vie injuste peuvent avec raison être supposés avoir changé en nature de femme à la 2e génération. Fin de citation. Ok, attendez, de quoi parle-t-il ? Nous y reviendrons, mais il parle d'une grande race d'humains qui étaient autrefois androgynes. Il s'agit d'un vieux secret ésotérique, auquel de nombreux philosophes grecs anciens font référence à plusieurs reprises. Il dit donc que ces humains originels se sont transformés en femmes en raison de leur nature. Cela signifie que ces êtres androgynes ne se reproduisaient pas, et il semble également qu'ils ne mangeaient ni ne buvaient du tout. Citation. C'est pourquoi à cette époque, les dieux ont créé en nous le désir des rapports sexuels, en concevant une substance animée chez l'homme et une autre chez la femme, qu'ils ont respectivement formées de la manière suivante. Fin de citation. Mais ces dieux, entre guillemets, nous ont donné des rapports sexuels à dessein pour nous rendre plus proches des animaux. Et il continue, citation. L'orifice de boisson par lequel les liquides passent à travers les poumons, sous les reins et dans la vessie, qui les reçoit puis les rejette sous la pression de l'air, a été conçu par eux de cette manière pour pénétrer aussi dans le corps de la moelle qui part de la tête, passe par le cou et le dos, et que nous avons appelé la semence dans le discours précédent. Or la semence, ayant la vie et devenant douée de respiration, produit dans la partie où elle respire un vif désir d'émission et crée ainsi en nous l'amour de la procréation. C'est pourquoi, chez l'homme aussi, l'organe de la génération devient rebelle et maître de lui, comme un animal désobéissant à la raison et rendu fou par l'aiguillon de la convoitise, et cherche à s'emparer d'un pouvoir absolu. Et il en est de même pour ce que l'on appelle l'utérus ou la matrice de la femme. L'animal qui est en eux est désireux de procréer des enfants, et lorsqu'il reste infructueux longtemps après son temps, il devient mécontent et furieux, et errant dans toutes les directions à travers le corps, il ferme les passages du souffle, et en obstruant la respiration, il les pousse à l'extrémité, causant toutes sortes de maladies, jusqu'à ce qu'enfin le désir et l'amour de l'homme et de la femme, les réunissant et comme s'ils cueillaient le fruit de l'arbre, sèment dans le ventre, comme dans un champ, des animaux invisibles en raison de leur petitesse et de leur absence de forme. Ceux-ci sont à nouveau séparés et mûris à l'intérieur. Ils sont enfin mis en lumière et ainsi s'achève la génération des animaux. C'est ainsi que furent créées les femmes et le sexe féminin en général. Fin de citation. Alors, Platon est très secret tout au long de ce livre et il semblerait que la connaissance de la science et de l'art du clonage et de la création d'hybrides soit un secret ésotérique très bien gardé. Ceci est également lié à la nature mystérieuse de l'alchimiste, qui fera l'objet d'une vidéo à part entière, mais ceci est lié à la création d'un homme artificiel qui était le plus grand mystère du monde antique. Et tous les auteurs occultes sont insaisissables à ce sujet, d'où la nécessité de la pierre philosophale pour décoder le message. Bien qu'elle soit également présentée comme une substance mythique inconnue capable de transformer les métaux communs en or, les symboles vont plus loin que cela. Ce sera pour la prochaine vidéo, mais nous sommes sur le point de nous plonger dans des choses un peu folles, et il nous fallait d'abord aborder Timée. Qui étaient donc ces êtres androgynes ? Comment les hommes se transforment-ils en femmes ? Ils étaient extrêmement avancés au-delà de notre compréhension, parce que leur âme était davantage située dans la tête, comme le décrit Platon, et que c'est à dessein qu'elle s'était déplacée dans la poitrine, comme celle des autres animaux. Dans le Timée, vers la fin, Platon fait en fait référence au symposium, qui est lui aussi un énorme symbole. Mais c'est là qu'il révèle le secret de nos natures passées. Ce symbole d'Artémis est une autre référence aux Amazones, ou à la race d'humains qui n'étaient que des femmes et qui étaient devenues totalement indépendantes, sans avoir besoin des hommes. Elles ont également été désignées comme la femme à un seul sein, ce qui est intéressant car nous avons discuté de la déformation du symbole originel d'Artémis. Eh bien, le temple originel d'Artémis à Éphèse
dans l'histoire dominante, auraient été construits par les Amazones, qui auraient apporté leur statue. Citation. Elles, les Amazones, se tournèrent ensuite vers l'Ionie et l'Étolie, dont elles firent des provinces après leur reddition. Elles y régnèrent pendant un certain temps, et fondèrent même des villes et des camps portant leur nom. À Éphèse, elles construisirent un temple très coûteux et très beau pour Diane, en raison de son goût pour le tir à l'arc et les arts de la chasse auxquels elle s'adonnait elle-même. Fin de citation. Jordan, l'origine et les actes des Goths. Citation. On pense qu'Éphèse a été fondée par les Amazones et leur statue choisie à l'issue d'un concours parmi les artistes les plus célèbres de l'époque ont été dédiées à l'achèvement du temple d'Artémis vers 440-430 avant Jésus-Christ. Les copies romaines de ces originaux en bronze perdu montrent toutes la même taille et la même robe, le bras droit levé au-dessus de la tête, s'appuyant parfois sur une lance. Fin de citation. Le symbole de la femme amazonienne, qui est aussi le symbole de fertilité et de repeuplement, est omniprésent dans notre culture moderne et se manifeste sous diverses formes. Ici, vous pouvez clairement voir que cette représentation de Diane d'Éphèse n'est pas seulement une femme amazone avancée, mais qu'elle porte une couronne, tout comme la statue de la liberté. Elle tient également un sceptre, qui n'est pas seulement une référence symbolique, mais un instrument que ces êtres possédaient autrefois. Pensez-y, savez-vous quand la statue de la liberté a été amenée en Amérique ? Ils disent qu'elle a été construite en France, qu'elle a été démontée, puis amenée en Amérique pour y être remontée. Mais les photos prises en France pourraient certainement être des faux, compte tenu de ce que nous savons aujourd'hui des anciennes techniques de manipulation photographique. Quoi qu'il en soit, la date officielle de la reconstruction se situe en Amérique entre 1885 et 1886, soit l'année exacte de l'ouverture des couveuses en France. Pourquoi cette allégeance aléatoire entre la France et les États-Unis ? Juste pour soutenir la liberté ? Alors qu'ils fabriquaient ces cartes postales en même temps ? Qui peut bien envoyer gratuitement une statue aussi imposante ? Il y a peut-être plus que cela dans cette histoire. Et c'est à cette époque et à cet endroit précis qu'une vague d'immigrants s'est frayé un chemin à travers l'île d'Ellis, ou Ellis Island. Il s'agissait d'un point d'entrée, et la statue de la liberté se trouve sur une forteresse stellaire. Et dans de nombreuses forteresses stellaires des États-Unis, comme à Fort Sumter, ils importaient des quantités massives d'esclaves. Donc ce n'était pas seulement pour la liberté, puisque la statue de la liberté est Diana, Wonder Woman, mélangée au symbolisme de Prométhée, puisque la flamme représente la naissance et la création d'un nouvel ordre. Rappelons-nous qui a conçu cette statue et à quelle époque. Ils devaient savoir qu'il s'agissait d'un ancien symbole de fertilité, et ils nous l'ont mis sous les yeux. Les érudits disent que la statue de la liberté est basée sur Libertas, ce qui est vrai, mais Athéna et Artémis sont toutes deux utilisées de manière très similaire et font l'objet d'un culte. Libertas, qui est basée sur la déesse Athéna ou Miverna, également une déesse androgyne. Citation. Le casque est le symbole de cette déesse en tant qu'Athéna Minerve, mais en tant que liberté ou libertas, comme l'appelaient les Romains, son symbole est un bonnet rouge distinctif. Le pileus ou bonnet phrygien, dont on dit qu'il était porté dans la Rome antique par les esclaves qui avaient gagné leur liberté. À l'époque de la Révolution, les rebelles en Amérique et en France portaient ce bonnet de la liberté comme symbole de l'affranchissement de l'autorité asservissante et le brandissaient souvent sur un poteau ou une pique comme leur étendard. En bref, de nombreux sceaux de villes américaines portent ce symbole. Et vous vous souvenez de la chouette de Promised Neverland ? Le sceau des orphelins qui était cultivé. Ces dessinateurs en savent beaucoup plus que ce qu'ils laissent paraître. L'histoire secrète de la Statue de la Liberté est qu'elle a été conçue par des francs-maçons français. On va bientôt poster une vidéo sur la gestion des déchets. Alors regardez-la si vous voulez savoir ce qu'ils faisaient avec Sadé et tous ces trucs. Mais oui, ces francs-maçons ont été pris en flagrant délit de symbolisme. Il y a un livre français sur ce sujet entier de tous leurs rituels. Et oui, ils ont essentiellement caché le symbole d'Artémis dans la Statue de la Liberté. D'une manière ou d'une autre,
le symbole a des origines obscures. Citation. La statue de la liberté représente l'ancienne déesse babylonienne de l'amour et de la fertilité, Ishtar. Ishtar est connue comme la mère des prostituées parce que la prostitution faisait partie de ses pratiques religieuses. Au Moyen-Orient, elle était vénérée sous le nom d'Astarté. Les Écritures l'appellent Astoret et elle était connue en latin sous le nom de Libertas, liberté. Cicéron, un historien romain, l'appelait la mère des prostituées. Dans l'Antiquité, la liberté était associée à la liberté sexuelle et à la prostitution dans les temples. Les filles de joie étaient exclues de la société et c'est pourquoi on l'appelait la mère des exilés. Fin de citation. Plus tard, ce terme a été assimilé à l'idée d'immigration, devenant ainsi la mère des immigrants. Ishtar signifie reine du ciel. Le même titre a été donné à la mère Marie du catholicisme romain. Il est bien connu qu'il s'agissait en fait d'un rituel franc-maçon. Il suffit de taper franc-maçon et statue de la liberté. Ils n'essaient pas de le cacher, mais ils ne vont tout simplement pas vous raconter toute l'histoire. Donc la déesse de la fertilité, la déesse des immigrants et aussi la déesse des orphelins ou des enfants trouvés? Car c'est exactement le même symbole de Diane d'Éphèse, la déesse aux multiples seins, le symbole du réensemencement, qui est utilisé pour le sceau des enfants trouvés. Pourquoi les hôpitaux originaux utilisaient ce symbole pour promouvoir leurs organisations? Il n'y a plus de doute maintenant. À gauche du sceau, nous avons l'ancien symbole de repeuplement d'Artémis. Puis à droite, nous avons la distorsion de l'illusion de la liberté, qui est la prostituée en désuétude. Le bébé est la création née sous Ishtar. Pourquoi en dessous voit-on écrit « Help » ou « à l'aide » en français? Le symbole inversé au sommet est l'agneau de Dieu ou Marie, le symbole des Rosicruciens pour projeter le péché auquel ils participent au cours de ce processus de repeuplement. Et ils veulent voir cela comme une sorte de sacrifice nécessaire. Cette opération des enfants trouvés est directement liée aux couveuses. Dans le Lancet au Canada, un rapport de 1883, 3 ans avant les couveuses, décrit en détail l'origine de tous ces bébés prématurés. L'hôpital des enfants trouvés, et il utilise des termes très intéressants. Citation. Couveuse pour bébé. Il y avait des géants sur la terre en ce temps-là. Et il y aura des géants sur la terre en ce temps-ci, que l'on ne verra pas seulement dans les spectacles, mais sur tous les fronts. C'est-à-dire, si un rapport qui vient de France est vrai, et s'il est bien attesté, et si les bébés géants font des géants et des géantes, tout le monde admettra l'importance d'un bon départ. C'est tout aussi essentiel pour élever des hommes et des femmes que pour élever n'importe quel type de bétail. Le sang et la gestion scientifique ne sont pas moins puissants dans un cas que dans l'autre. En effet, ce serait une grande bénédiction pour l'humanité si certaines des idées appliquées par les éleveurs de bons animaux étaient importées dans le domaine plus important de l'élevage d'une race supérieure d'hommes et de femmes, l'application de la loi de la survie de l'espèce. Le plus fort recevrait une nouvelle impulsion, beaucoup de maladies, de douleurs et de chagrins seraient évitées, et la somme totale du bonheur de l'homme augmenterait de façon incommensurable. Mais cette chance n'est pas au rendez-vous de la race humaine. Les faibles et les malades, tout comme les forts et les bien portants, continueront à se reproduire. La double nature de l'homme est un obstacle insurmontable à la promulgation de lois civiles restreignant, dans une mesure considérable, la loi naturelle de la reproduction. Les considérations économiques et sociales l'emporteront toujours sur les conditions relatives au bien-être de la future progéniture. Tout ce que la science ou le gouvernement peuvent faire en la matière, c'est d'éduquer les masses à une connaissance parfaite des lois de la physique. Mais pour en revenir au sujet, le docteur Tarnier, un médecin français attaché à un hôpital d'enfants trouvés, rapporte les résultats surprenants de certaines expériences récentes. Ce médecin aurait été affligé par le grand nombre d'enfants dont il s'occupait et qui périssaient dans les 6 premiers mois de leur vie. C'est dans cet état d'esprit qu'une nouvelle idée lui vient à l'esprit. Si les poulets français, s'est-il demandé, peuvent être élevés par des moyens artificiels, pourquoi pas des bébés français?
il fit fabriquer une boîte dont les parois étaient en verre et qui ressemblait à une couveuse ordinaire. Il y plaça un lit moelleux, la plaça dans une pièce sombre et la maintint à une température de 85 degrés Fahrenheit au moyen d'eau chaude. Dans cette couveuse, il a placé l'un des nourrissons, un misérable spécimen de ceux qui pleurent et souffrent de coliques. L'enfant a été équipé d'un biberon et, bien entendu, n'a été nourri qu'à intervalles réguliers. L'enfant cessa de pleurer le 2e jour. Et à la grande surprise du médecin, il n'a plus jamais pleuré pendant les 8 semaines qu'il a passées dans la couveuse. À la fin de cette période, il avait l'apparence d'un enfant en bonne santé âgé d'1 an. Encouragé par ce succès, le docteur Tarnier répéta l'expérience avec les mêmes résultats. Avec l'autorisation des autorités hospitalières, il entreprit la construction d'une couveuse pouvant accueillir 400 enfants, dans laquelle il plaça tous les enfants de l'hôpital, au nombre de 360. Tous, sauf 2, sont restés dans la couveuse pendant 6 mois, après quoi ils ont dû être retirés car ils avaient grandi dans leur lit étroit. Si ce n'est que les faits sont attestés par une commission de 12 personnes qui a fait un rapport au gouvernement, les résultats annoncés pourraient être considérés comme incroyables. L'âge moyen des nourrissons lors de leur mise en couveuse était de 8 mois et 3 jours, le plus jeune étant âgé de 12 heures et le plus âgé de 11 mois. Le poids moyen des 360 était de 5 kilos. Au bout des 6 mois, le poids moyen était de 40 kilos. Et on dit que tous avaient l'air d'enfants de 8 ans. Autant de choses qui ont été accomplies en 6 mois par la couveuse, celles qui sont accomplies dans 8 ans de vie ordinaire. Les nourrissons étaient non seulement grands, mais aussi forts et en bonne santé. Et la plupart d'entre eux ont marché moins d'1 semaine après avoir quitté leur nid. Les résultats ont été étonnants. Et les attentes les plus optimistes du docteur Tarnier ont été exaucées. On s'attend maintenant à ce que tous les hôpitaux pour enfants se lancent dans l'incubation. De sorte que nous assisterons probablement à une vive concurrence dans le domaine de l'élevage de géants. Si cette couveuse est une bonne chose dans les hôpitaux de base et pour les bébés hospitalisés en général, ce devrait être également une bonne chose dans tous les foyers qui ont la chance d'avoir des bébés. Il ne fait aucun doute que nous assisterons bientôt à la naissance d'une nouvelle industrie sous l'égide de la politique nationale et que les agents de couveuse seront aussi nombreux que les agents de machines à coudre. Il serait facile d'insister sur la valeur pratique et l'intérêt des expériences du docteur Tarnier. Bercé, il jouissait pourtant d'un repos perpétuel. Cela nous apprend que toute l'agitation et l'inquiétude des mères et des infirmières, si usant pour la constitution, est non seulement tout à fait inutile, mais un mal absolu dans tous ses aspects. Au lieu d'être placés dans des conditions propices au calme absolu, nos bébés deviennent une sorte de jouet familial que l'on ballotte de l'un à l'autre pour s'amuser. Dès que la petite créature commence à remarquer les objets qui l'entourent, ses capacités sont exploitées au maximum afin d'amuser le cercle familial. Les bébés du docteur Tanner étaient nourris à intervalles réguliers. Le bébé à la maison est généralement nourri chaque fois qu'il pleure, comme s'il s'agissait d'un signal de faim. Le plus souvent, c'est le signe d'un estomac surchargé. En conclusion, nous pouvons dire que les conditions essentielles à une éducation réussie des bébés sont un calme absolu et l'absence d'intervention inutile de la part des infirmières. Une alimentation régulière et judicieuse et une température uniforme supérieure à celle qui convient aux adultes. Cette condition est difficile à atteindre dans la vie ordinaire, mais on peut faire beaucoup en sachant que les nourrissons ont besoin d'une température plus élevée. Même une modification des conditions sus-mentionnées éliminerait une grande partie des soucis causés par les pleurs et les bébés insomniaques et contribuerait grandement au calme, à la santé et à la croissance de nos enfants. » Fin de citation. C'est très étrange car il semble d'abord qu'il traite les bébés comme s'il s'agissait d'une nouveauté et il compare même les bébés français cultivés par des moyens artificiels aux poulets français, alors que l'origine littérale de la couveuse à bébés est une couveuse à poulet ordinaire. En outre, ils ont dit qu'ils avaient construit ces couveuses sur le côté de l'hôpital des enfants trouvés, et qu'elles étaient donc reliées entre elles. Pourquoi l'hôpital des enfants trouvés avait-il tous ces bébés prématurés? Les avait-il trouvés? Cela n'a pas beaucoup de sens. On peut dire, certes,
que l'Église catholique prenait des bébés, mais même dans ce cas, c'est très suspect. Pourquoi avait-il moins de 6 mois? Est-il possible qu'ils aient trouvé un moyen de créer des bébés, mais qu'il leur ait fallu un certain temps pour trouver comment garder ces prématurés en vie après avoir redécouvert une sorte d'ancien processus de clonage? L'idée est que ces enfants trouvés ont été abandonnés, que parce qu'ils n'étaient pas mariés, ils ont dû être confiés à des asiles pour enfants, ce qui est profondément intégré dans l'histoire de New York, mais cette histoire est mal connue. Citation. L'Europe a été confrontée au problème des enfants trouvés bien plus tôt que les États-Unis. Lorsque les colons britanniques d'Amérique ont débarqué de leurs bateaux au début du XVIIe siècle, l'Europe avait déjà des villes suffisamment grandes pour créer les conditions sociales qui produisaient un nombre important d'enfants trouvés, ainsi que les structures religieuses et gouvernementales nécessaires pour les aider. À cette époque, l'Europe disposait déjà d'asiles d'enfants trouvés vieux de plusieurs siècles. Au XVIIIe siècle, alors que les États-Unis n'en étaient qu'à leur début et que leur ville était encore petite, les abandons de nourrissons étaient un phénomène de masse dans des villes comme Londres et Paris. Il a fallu attendre le XIXe siècle pour que New York dépasse Londres en tant que centre des maux urbains à la Dickens, notamment via la présence d'un grand nombre d'enfants trouvés. Dans les pays catholiques d'Europe ainsi qu'en Russie, avec des variations selon l'époque et le lieu, les gouvernements locaux et nationaux, souvent en collaboration avec des organismes religieux, ont assumé l'entière responsabilité des enfants trouvés. Les enfants conçus accidentellement étaient absorbés anonymement dans de grands asiles urbains pour enfants trouvés. Ces asiles étaient au centre de vastes réseaux de nourrices, de transporteurs de bébés, de médecins, d'agents de sécurité et d'agents de santé, des fonctionnaires religieux et des bureaucrates. C'est ce que l'on appelle le système catholique. Son objectif était de protéger l'honneur des femmes non mariées et des familles en faisant disparaître des bébés nés hors mariage. Ça, c'est le discours dominant qui affirme qu'il s'agit d'un problème. Mais la vérité, c'est qu'il s'agissait de protestants qui ne se souciaient même pas de poursuivre les gens qui avaient des relations sexuelles parce qu'il y avait des bordels partout. La question est donc de savoir s'ils ont vraiment trouvé ces bébés. Pourquoi avoir utilisé Lady Liberty et Artémis d'Éphèse? S'agissait-il d'un problème créé à dessein, d'une sorte d'opération? Et qu'en est-il des références aux bébés géants dans ce rapport du Canada? Il semble bien que la taille entre en jeu ici, car non seulement de nombreuses légendes parlent de villes anciennes créées par une race avancée de géants, mais les dieux et déesses grecs eux-mêmes semblent faire référence à ces êtres anciens. Les Amazones sont décrites de différentes manières par les auteurs grecs, ce qui est intéressant car on dit qu'elles étaient une race guerrière qui tuait tous les bébés garçons qui étaient liés par leur instinct terrestre, leur déesse paternelle étant Arès, le dieu de la guerre. Mais pourquoi les Amazones vénèrent-elles un dieu masculin? Elles adoraient la lune. Il est donc plus probable qu'elles soient les créatrices originelles du symbole de Diane d'Éphèse, leur déesse étant un symbole de fertilité car, bien qu'elles n'autorisaient pas les hommes à entrer dans leur tribu, elles étaient décrites comme étant liées à des désirs sexuels. Je ne pense pas que ce soit le cas, mais il s'agit d'une erreur de traduction. Ils tentaient de repeupler avec un nouveau type d'humain. C'est l'origine d'Eros ou Cupidon, dans lequel un humain hybride a été créé, qui a formé deux polarités, mâle et femelle. Alors rappelez-vous Futurama et les femmes amazones. Elles essayaient d'avoir des snoo-snoo dans le but de quoi? De la repopulation. Maintenant, vous savez que Matt Groening connaît des choses profondes, et ce n'est pas une simple coïncidence. Elles sont aussi des géantes, donc il n'est pas logique qu'elles aient vraiment des rapports sexuels. C'est juste un jeu sur le processus dans lequel ces femmes amazones géantes ont créé un nouvel homme hybride dans lequel elles ont changé l'âge et ajouté des orifices pour manger, boire et faire caca. Sinon, comment une civilisation composée uniquement de femmes pourrait-elle survivre? Elle aurait eu besoin d'un programme de repeuplement, qu'il soit technologique ou non, ce qui n'a jamais fait l'objet d'une étude approfondie de la part des historiens. Nous connaissons les anciennes installations de culture et d'élevage en ce qui concerne l'agriculture ou la viande, mais qu'en est-il de l'élevage humain? Les anciens y ont-ils déjà pensé? S'il y a eu un cataclysme et qu'une nation a perdu presque toute sa population,
Ce qu'on se dit, c'est qu'il va falloir trouver un moyen de repeupler cet endroit, non? J'ai l'impression que c'est l'une des premières choses auxquelles on pense quand on démarre une civilisation. C'est assez basique. Mais dans quelle mesure est-ce que la technologie a été utilisée dans le processus? Et si oui, était-il possible de concevoir, dans le cas de l'eugénisme, des traits spécifiques à désirer dans le résultat final? Toutes ces choses sont laissées dans la voûte de l'histoire ésotérique. Cependant, avec les bonnes questions, nous pouvons commencer à regarder ces sujets d'un œil nouveau. Cela ne se limite pas aux Blancs, comme dans l'histoire de Califia, ces romans de Montalvo qui proviennent en fait d'un auteur inconnu du XIVe siècle. Pendant la domination islamique de l'Espagne, ils ont voyagé en Amérique et en Californie. Il existait une race de guerrières noires géantes qui aimait aussi beaucoup les griffons. Il semble qu'au cours de l'histoire, des vestiges de multiples tribus de femmes semblables à des dieux aient existé et étaient appelés à être utilisés dans une guerre, comme ce fut le cas pour Califia lors de l'affrontement entre les musulmans et les chrétiens à Constantinople. Les Amazones sont également profondément liées aux Scythes, car on dit qu'à un moment donné, les deux se sont mariés et ont créé une nouvelle race de Scythes appelée Sauromaciens. Citation. L'historien Hérodote du 5e siècle avant Jésus-Christ a fait de son mieux pour combler les lacunes. Le père de l'histoire, comme on le surnomme, a localisé la capitale amazonienne à Timisir, une fortifiée située sur les rives du Thermodon, près de la côte de la mer Noire, dans ce qui est aujourd'hui le nord de la Turquie. Les femmes partageaient leur temps entre des expéditions de pillage jusqu'en Perse, et plus près de chez elles, la fondation de villes aussi célèbres que Smyrne, Éphèse, Sinope et Paphos. La procréation se limitait à un événement annuel avec une tribu voisine. Fin de citation. Il y avait de nombreuses tribus de femmes guerrières, mais je pense que ce n'est que le niveau superficiel de ce symbole. Comme nous en avons discuté avec les êtres androgynes, ils avaient une forme et un esprit différents. Ils n'avaient pas besoin de manger ou de boire, ils étaient essentiellement des dieux. Wonder Woman, Lady Liberty, la mère des immigrants, Athéna. Comme la chouette, le symbole de Minerve, l'abeille est le symbole d'Artémis. Citation. L'association précoce de l'abeille avec le culte d'Artémis est attestée par diverses preuves. Elle apparaît non seulement sur l'étrange statue polymastoïde de la déesse éphésienne, mais aussi sur les premières pièces de monnaie de sa ville. Comme la chouette était l'emblème d'Athéna à Athènes, l'abeille semble avoir été l'emblème d'Artémis à Éphèse. Bien que les exemples existants de statues polymastoïdes soient tous tardifs, il n'est guère possible que le type de statue polymastoïde ait été utilisé à Athènes. L'abeille était si importante dans le culte d'Artémis que ses prêtresses reçurent le nom de Mélissa, l'abeille. Il n'y a pas de preuve directe que les prêtresses éphésiennes de la déesse portaient ce titre, mais l'hypothèse qu'elles le portaient est justifiée par les monuments cités. Un autre titre de ce type était apiculteur, ou gardien des abeilles. La première prêtresse portant ce titre servait probablement dans le temple d'Apollon, où les abeilles avaient fait de la cire. Ces abeilles apolloniennes devaient avoir un rapport avec les abeilles d'Artémis, la sœur jumelle du dieu. Vous pouvez même voir l'abeille sur des pièces de monnaie et des statues anciennes. Vous vous souvenez du lapin abeille de l'histoire du Cabbage Patch? L'abeille était un symbole sacré dans l'Antiquité et les civilisations la vénéraient pour les bienfaits du miel. Mais l'abeille et la reine des abeilles sont associées à plusieurs déesses, sans qu'il n'y ait jamais vraiment de raison valable à cela. Ce symbolisme est présent dans toute notre culture, car la reine des abeilles sélectionne les abeilles ouvrières et les abeilles soldats, ou a la capacité de donner naissance à différents descendants pour accomplir différentes tâches, comme dans une monarchie. Chaque abeille a une tâche spécifique pour soutenir la reine et l'esprit de la ruche dans son ensemble. Les reines des abeilles sont-elles d'anciennes déesses? Citation. L'opinion de Ramsay, selon laquelle l'image d'Artémis n'est pas du tout humaine, mais liée aux abeilles, est tout à fait raisonnable. Il affirme qu'Artémis est la reine des abeilles. Son image le montre clairement, et que les seins sont en fait des ovules. L'abeille figure en bonne place sur de très nombreuses pièces éphésiennes et sur les images d'Artémis. Il a été suggéré que,
Le nom même de la ville provient de la langue lydienne et signifie « lieu de nombreuses abeilles ». Fin de citation. Nous appelons cette sculpture Diana aux multiples seins, car c'est l'une des interprétations des historiens traditionnels. Cependant, en y regardant de plus près, on s'aperçoit qu'il ne s'agit pas de seins, mais d'œufs ou d'ovules, ce qui montre encore plus clairement que cette sculpture est liée à une sorte de processus de repeuplement de masse. Située à Rome, la Fontana del Triton est une fontaine du XVIIe siècle située sur la Piazza Barberini. Elle représente le dieu de la mer Triton, grandeur nature, sous les traits d'une sirène phénicienne, agenouillée sur la somme de 4 nageoires caudales de dauphins. Sur cette fontaine figurent les armoiries de la famille Barberini, qui se réclament de l'abeille. Ce symbolisme n'est jamais entièrement expliqué et se confond également avec celui des temps dorés. Mais le dernier symbole est l'abeille, qui est utilisé comme un symbole important par la famille Barberini, qui a orné ses créations. Il est bien connu que ce symbole est très important pour eux. Mais pourquoi ? Ils étaient à la tête de l'Église catholique au début des années 1600 et savaient donc peut-être exactement à quoi ce symbole faisait référence et en quoi il était le symbole d'Artémis. L'Alma Mater et le Magna Mater sont également une autre manifestation des programmes de sélection. Il s'agit d'une expression latine allégorique désignant une école universitaire ou un collège que l'on a fréquenté. Et aux États-Unis, cela signifie que l'on a obtenu un diplôme. Il fait référence à la mère nourricière, à la mère allaitante, ce qui signifie que ces écoles sont des programmes d'élevage de l'esprit, dans lequel la mère met au monde ce type spécifique d'abeilles à l'esprit ouvrier. Le château sur la tête est un autre symbole lié à cet ancien symbole d'Artémis et de liberté, car ce processus de repeuplement est crucial pour la fondation et la structure du Nouveau Monde. La Magna Mater était un ancien culte féminin romain. Le culte a été introduit sous une nouvelle forme, la déesse phrygienne Matar, par le biais de son incarnation grecque, le culte de Cybèle. On découvre qu'il existe de nombreuses déesses mères et qu'au lieu d'être une déesse aléatoire à laquelle une ville antique entière consacrerait sa religion et sa vie, ces déesses mères pourraient être une sorte de machine ou de méthode permettant de créer des clones. Nous savons qu'il y avait des asiles pour enfants pour ce problème, et il semble que ces établissements produisaient ces bébés en masse. Je veux dire que certaines de ces vieilles photos sont très révélatrices. On y voit des enfants préparés pour le nouveau monde avec de la boue dans des rues. La statue de la liberté est donc Diane d'Éphèse, et c'est un symbole occulte, la clé de la compréhension du repeuplement. Sa construction supposée par des francs-maçons en 1886 laisse soupçonner qu'il s'agit d'un symbole de la manière dont les États-Unis ont acquis leurs nouveaux citoyens. Je ne pense pas non plus qu'ils ne créent que des humains. Ils expérimentaient probablement toutes sortes de rapports entre animaux et humanoïdes, créant les hybrides des mythes et légendes, ainsi que les animaux hybrides que nous connaissons aujourd'hui. Le temple d'Artémis n'est qu'un exemple, mais maintenant que nous savons que ce symbole est lié à de nombreuses autres déesses, il est fort probable qu'il ait été présent dans le monde entier. Nous voyons ces représentations d'êtres hybrides dans une variété de cultures différentes, et même la Bible dit que le déluge est venu à cause des hybrides et des géants qui existaient. Tsarion présente le jardin d'Éden comme étant après le déluge dans la ligne temporelle dans laquelle nos formes ont été génétiquement modifiées pour être plus matérielles et reptiliennes. Bien sûr, son approche à l'époque était les extraterrestres. Cependant, que faire si cela va plus loin qu'un roman Anunnaki Stitchen ? Et peut-être que nous nous référons à une sorte de race avancée d'anciens humains qui possédaient une technologie avancée et ou la connaissance de l'alchimie. Même l'histoire de l'homoncule et de l'homme artificiel, le golem, fait référence à un processus similaire dans lequel un homme artificiel peut être créé à travers les éléments. L'alchimie est à l'origine de la science moderne et il n'est pas exagéré de penser qu'ils ont pu envisager les premières formes de génie génétique. La signification plus profonde et aussi la clé de la pierre philosophale
et que cet acte de transformation en or est une référence à la fusion du moi supérieur avec le moi inférieur, à la création d'un corps spirituel de lumière qui peut être contrôlé et manipulé. C'est un sujet entièrement différent, mais cette idée de créer des humains ou de les élever n'est pas un concept nouveau. Ils existent depuis des lustres car, une fois encore, lorsque des cataclysmes se produisent, la majeure partie de la population est détruite. Il n'y a pas beaucoup d'options. Vous pouvez soit attendre et reconstruire, ou peut-être qu'il y a une méthode qui a été conçue pour accélérer le processus de quelques générations. Depuis leur création, les hôpitaux pour enfants trouvés ont été financés par l'élite royale. Le choix des symboles étant approprié, ne devrions-nous pas nous demander pourquoi leur sceau est Artémis? Comment ont-ils pu trouver autant d'orphelins et de bébés prématurés? Les orphelinats remontent à l'époque romaine, et même l'un des premiers orphelinats que nous connaissons se trouve à Venise et s'appelle la Pietà. C'est un couvent de moines et de nonnes. Allons-nous croire ce qu'ils nous laissent en termes de tentatives honnêtes de s'occuper des nécessiteux, alors que ce sont eux qui mettent les lois en place, qui sont en charge de l'économie, et pourtant toutes ces familles pauvres doivent abandonner leurs enfants à cause de la société dans laquelle ils vivent et qui est contrôlée par ces dirigeants catholiques? Il se passe quelque chose d'autre, si vous voulez mon avis. Et comme nous le savons maintenant, ces couveuses se trouvaient à proximité des hôpitaux pour enfants trouvés, car ils avaient beaucoup de bébés prématurés pour une raison ou une autre. Si vous tapez « couveuse pour bébés 1900 », vous verrez d'abord les bébés de Coney Island, mais l'histoire ne s'arrête pas là. À la fin des années 1800, un médecin, Martin Cooney, a commencé à démontrer l'efficacité des couveuses pour bébés à travers les États-Unis et l'Europe. Il les montrait partout, dans toute l'Europe, et ce n'est pas vraiment une invention très avancée. Il semble étrange que cela soit sorti de nulle part, puis que l'on commence à organiser des expositions universelles et que l'on montre ces bébés que l'on peut littéralement acheter et qui sont donc à vendre. Nous savons aujourd'hui que ces prématurés étaient des orphelins ou des enfants trouvés. Ils avaient des incubateurs à Buffalo, New York, mais aussi au Trans-Mississippi et à l'exposition internationale à Omaha, Nebraska. Et à Chicago aussi. Mais également à Jacksonville, en Floride. Et bien d'autres encore. Ces couveuses étaient liées à l'exposition universelle de Paris, où Martin Cooney avait également une exposition, ce qui signifie que ces cartes postales ont peut-être été développées en France. Mais les films et les images n'étaient pas destinés à promouvoir un seul événement. Il s'agissait d'un événement mondial qui se déroulait à cette époque, et c'est la raison pour laquelle ils ont été financés pour réaliser les films et les cartes postales. Des personnes du monde entier devaient recevoir de la publicité pour ces couveuses de bébés. Certains suggèrent qu'il s'agissait peut-être d'une usine, dans le sens où plusieurs femmes accouchaient, mais cela pose de nombreux problèmes, et il existe encore aujourd'hui, ce qui n'est pas du tout insensé. Mais c'est très peu hygiénique et cela poserait des problèmes de cohérence. Pour plus de précision et de propreté, il est nécessaire de contrôler l'environnement. De nombreux pays sont impliqués dans cette affaire de nos jours. Et même si c'est l'explication, c'est tout de même horrible et étrange que cette histoire ait été occultée. Tout ce qu'il nous laisse, ce sont des symboles occultes à décoder. Comme nous l'avons mentionné au début, Netflix a sorti il y a quelque temps Storks. Et ce film s'est classé dans le top 5 il y a quelque temps. En fait, je n'avais jamais entendu parler de ce film et je voulais en discuter pendant un moment. Le film a eu un symbolisme fou. D'abord, parce que c'est un film à gros budget, d'environ 70 millions d'euros, et que c'est un film sur la façon dont les cigognes accouchaient autrefois. C'était leur devoir, leur passion, ce pourquoi elles étaient nées. Il est évident, dès le début, qu'elles ont une force postale massive. Il mentionne, au début, qu'il existait des règles interdisant de créer un lien avec le bébé, de le traiter comme un être humain, mais qu'il ne s'agissait que de paquets. Les premiers paquets avec lesquels ce service postal a commencé à fonctionner depuis sa création. Quiconque a réalisé ce film, ou en a écrit le symbolisme, sait à 100% de quoi nous parlons en ce moment. Ce qui rend encore plus étrange le fait qu'ils aient diffusé ce film à cette époque. Même si vous avez fait preuve de scepticisme à l'égard de
tout ce que j'ai mentionné jusqu'à présent, et que vous pensez qu'il ne s'agit que de coïncidences, vous devez au moins admettre qu'il s'agit d'un grand nombre de coïncidences. Et si vous ne pouvez pas le faire, vous devez vous rendre à l'évidence. L'histoire raconte qu'au fur et à mesure que ce service postal s'est développé, il a cessé de livrer des bébés, au point que cela est devenu un mythe, et que tous les humains se moquent de ceux qui pensent que les cigognes livrent encore des bébés. Mais ce qui est étrange, c'est qu'ils disent « Oh, chérie, les cigognes ne livrent plus de bébés, elles le faisaient il y a très longtemps. » Ce n'est donc pas qu'ils ne le font pas, ou qu'ils pensent que l'idée est ridicule, c'est qu'ils ne le font tout simplement plus. Et c'est en quelque sorte le point de départ de cette histoire, que cette entreprise appelée Commerce Store, qui est le service postal original qui livrait des bébés, est devenue cette énorme société qui semble être une parodie flagrante d'Amazon, le roi de la livraison des temps modernes. N'oubliez pas que ce film date de 2016. Le personnage principal est une cigogne comique bizarre qui veut désespérément être patron. Il ne fait que suivre le système et est prêt à faire n'importe quoi pour cette fausse illusion de succès. Le patron veut se débarrasser de cette orpheline, ce qui m'a paru bizarre. Dès le départ, ils introduisent ce personnage orphelin, ce qui n'est pas un hasard. Elle s'appelle Tulipe. C'est une orpheline humaine élevée par des cigognes. Le symbole de la tulipe a été utilisé par la royauté comme symbole de richesse et de prospérité. Mais avec les tulipes rouges, les cheveux des filles sont choisis volontairement rouges. Nous parlons donc de tulipes rouges. Citation du Buffalo News du 28 février 1897. Les hommes de Harvard ont dîné. Le drapeau de Harvard, un anneau du cramoisi le plus vif, avec la lettre initiale de l'université à la taille correspondante. Blanche comme la neige, chassée au centre. A flotté depuis le staff du Saturn Club hier, et c'était significatif du banquet de l'association des anciens de Harvard du Western New York qui s'est tenu au club hier soir. Le cramoisi, la couleur qui avait poussé les convives à des extases d'affection pour leur université, était l'une des décorations. Il y avait environ 100 anciens élèves à une longue table qui occupait toute la longueur de la pièce. La scène était aussi belle que le bon goût aurait pu le faire. Le drapeau drapait le mur près de la tête de la table, et cette dernière avait en son centre un banc de fleurs cramoisies. Celle-ci était flanquée à chaque extrémité de la table de la lettre de l'université en formation parfaite et composée de tulipes rouges. Ainsi, pour leur cérémonie d'Alter Mater, ils ont dîné avec des tulipes rouges décoratives. Et n'oubliez pas que nous parlons de symboles. Ce n'est que lorsque nous apprenons à comprendre ces symboles qu'un grand voile peut être levé. Après avoir tapé Red Tulip Fertility, je cherche des symboles. Certaines entreprises utilisent ces symboles pour annoncer qu'elles peuvent agrandir leur famille en faisant appel à des donneurs d'ovules. Et il est même possible d'obtenir des phénotypes spécifiques. Ma question est la suivante. Pourquoi utiliser le symbole de la tulipe ? Comme nous le savons, cela signifie que la tulipe représente plus qu'une simple fleur rouge, à bien des égards. Elle représente les organes sexuels eux-mêmes, comme sur les cartes postales. Mais son symbole principal représente la fertilité et les enfants, en particulier les orphelins. La perte de sang. Pendant l'âge d'or hollandais, il y a eu ce qu'on appelle la manie des tulipes. Ce dont nous allons parler est controversé, mais ce n'est qu'en posant des questions que l'on peut faire la lumière. Cette période a été marquée par un étrange délire, au cours duquel les gens se sont mis à payer des prix extraordinaires pour des fleurs et des produits. Et ils ont toutes sortes d'excuses pour expliquer cela. Mais je trouve simplement intéressant qu'il s'agisse d'un événement historique courant, et qu'on l'appelle la manie des tulipes. Je crois qu'il s'agit d'une référence encore plus ancienne à ces cartes postales du XVIIe siècle. Et ce n'étaient pas seulement les tulipes qui étaient hors de prix, mais aussi les choux. N'oublions pas que les tulipes et les roses ont un aspect très similaire. Il y a eu une fièvre des choux, ce qui me semble tout à fait aléatoire. On sait qu'ils sont symboliques, mais font-ils référence à autre chose ? Cela mérite sa propre vidéo, mais en gros, après que les Hollandais aient été soi-disant libérés de l'Empire espagnol en 1581, ils se sont mis à cultiver des tulipes tout autour de leur palais
et les riches ont commencé à être obsédés par les tulipes sans raison apparente. Mais qu'en est-il si ce n'est pas que ces articles sont devenus trop chers, mais qu'ils sont en fait des références à un produit différent? Qui pourrait-il s'agir d'un code? Citation. Il est admis que la manie est un trouble psychopathologique. Par conséquent, quiconque parle de tulipomanie signifie que les personnes qui achètent des bulbes de tulipes charnues ont agi de manière folle et irrationnelle. Fin de citation. Il traite donc littéralement ces gens de fous pour avoir dépensé autant pour des tulipes, des choux et des carottes, ce qui, je pense, est une grande plaisanterie. Non seulement c'est l'origine de notre argent, mais regardez comment ils ont fait la promotion de ce truc. C'est comme les cartes postales, des dessins satiriques. Et cela va encore plus loin. Beaucoup de ces estampes satiriques contiennent des choux, montrant la relation intime entre les tulipes et les choux. Dans l'un d'eux, Ésope montre un groupe de singes, symbole de la bêtise, en train de manger des choux tandis que des loups poursuivent d'innocentes brebis. La page de titre d'une pièce montre un satyre ou pan tirant le rideau sur une scène couronnée d'une bannière où l'on peut lire « The World for Cool », le monde plein de choux. Sous la bannière, une foule réclame des morceaux de papier sur lesquels sont inscrits les noms de types de choux, dont le chou sans valeur, le chou lâche et le chou fou. Une autre pièce se réfère à la compagnie du chou. Nombre de ces pièces font référence à des partages de carottes et à la vente de choux. Il est évident que ces légumes symbolisaient quelque chose d'autre. Les carottes, les choux et les tulipes sont présents dans bon nombre de ces premiers dessins. Dans l'une d'elles, ils vendent ces tulipes avec un chapeau de fou. Toutes ces premières caricatures qui ont inspiré les cartes postales ultérieures sont complétées par ce symbolisme de la folie noire. Ces tulipes étaient vendues pour plus de 1000 livres, alors que l'on s'apercevait qu'elles étaient blanches comme la neige et joliment rayées. Nous allons maintenant examiner un dessin qui est clairement un symbole franc-maçonnique. Il s'agit de l'actionniste Harlequin, une caricature tirée de Die Grote Tafereel der Dwaasheid de 1720, qui se trouve à la British Library. On y voit deux harlequins, ou plaisantins, ou mimes, qui sont sur une scène et ouvrent un voile. En haut, on voit qu'ils vendent des carottes et des choux. Mais qu'y a-t-il derrière le voile? Et tout en haut, il y a une chouette représentant le culte de Minerve. Et on peut deviner l'angle du compas franc-maçon. Il ne s'agit pas d'une représentation normale, et j'adore la façon dont il qualifie ce dessin de satirique. Je veux dire, quel genre de malades font des choses comme ça, où ils insèrent toutes sortes de choses à l'intérieur de leurs fesses. Et il y a pire encore. Ces dessins font partie d'une série, et ce sont vraiment les seules images ou représentations que nous ayons du krach de 1720. Encore une fois, vous pensez vraiment qu'ils ne faisaient que vendre des choux? Regardez ces symboles, regardez ce qu'ils nous ont laissé. Nous aborderons ce sujet dans une autre vidéo, mais revenons rapidement au film sur les cigognes. Il ne fait aucun doute que ces images ont été créées par les élites. Regardez tous les symboles héraldiques et royaux. Mais plus encore, il y a une moquerie en jeu. Il y a trop d'images pour les passer en revue maintenant. Mais il y en a une où il présente le livre. Et on peut voir Lady Liberty avec ce qui semble être une ruche avec un bébé ange tenant un bouclier avec 2 clés. La dame avec le pilier porte également un chapeau haut de forme, tandis que le visage d'une personne est échangé. Échange d'identité. Puis nous voyons Méduse ou une femme avec un serpent qui est en train de mourir, et sous son bras gauche se trouve le fond d'un tonneau ou d'une ruche, d'où sortent des gens et des bébés qui lancent des choux. Il s'agit de gravures à la planche à dessin datant du début des années 1700, qui ont un lien avec un autre artiste anglais célèbre dont nous parlerons dans la prochaine vidéo. Mais pour l'essentiel, ils utilisaient ce symbole des tulipes et des choux bien avant les années 1800, et il semble qu'ils s'en soient servis pour promouvoir un certain type de symbolisme secret sous la forme de dessins satiriques. Et comme je l'ai dit, cette chose est trop bizarre pour que je puisse l'inventer. Comme celle où ils essaient littéralement de couper le 3e œil et d'insérer ce nouveau système économique littéralement dans notre dos, comme s'ils essayaient de manipuler de force nos nouvelles formes. Pour en revenir au film, oui, il y a un symbolisme profond derrière les tulipes et les choux,
Et les scénaristes de ce film en sont pleinement conscients. La cigogne doit donc renvoyer cette orpheline nommée Tulip, mais c'est le jour de son anniversaire et elle est plutôt cool, alors la cigogne ne veut pas la renvoyer parce qu'elle se sent mal pour elle. Elle n'est pas comme son patron qui prend son pied à faire du mal aux autres. Alors, la cigogne a une idée. Mettons-la dans l'ancienne salle des lettres, parce que plus personne n'envoie de lettres pour les bébés. On peut également voir qu'il s'agit d'un bâtiment plus ancien, ou quelque chose comme ça, différent du bâtiment principal du corner store, qui ressemble vraiment à un grand conteneur de marchandises ou à une remorque. Bon, pour faire court, l'orpheline finit par s'ennuyer dans la pièce et à tel point qu'elle devient folle, et au final, elle reçoit une lettre d'un autre personnage du film, un enfant du nom de Gardner, dont les parents sont agents immobiliers. Le garçon se sent si seul et il veut désespérément un petit frère. Alors il entend parler des cigognes et il leur écrit une lettre, la première depuis des lustres. Elle apporte donc la lettre à ce vieux bâtiment abandonné. Mais la cigogne essaye de l'empêcher de faire quoi que ce soit d'autre, parce qu'elle a menti au grand patron en lui disant qu'elle l'avait déjà renvoyé. Par accident, la cigogne et l'orpheline se disputent la lettre, et celle-ci entre dans la machine, ce qui déclenche le fonctionnement de la machine et révèle que toute cette pièce fait partie d'une véritable usine à bébés. Celle-ci est capable de produire des milliards de bébés, et vers la fin du film, on apprend qu'il s'agit en fait d'un château séparé du magasin du coin. Pensez-y, corner store, franc-maçon, pourquoi utiliser Amazon ? Ce nom est-il une référence aux femmes Amazon ? Donc ici on parle de corner store, le magasin du coin, mais en franc-maçonnerie on a le cornerstone, la pierre angulaire qui est la base sur laquelle tout est fondé, d'où les orphelins, les tulipes et les enfants trouvés. Il y a aussi un passage où ils perdent le bébé à cause de loups, ce qui m'a fait penser aux vieilles histoires d'enfants élevés par des loups. La plus célèbre étant celle de Rémus et Romulus dans la mythologie romaine. Le patron des cigognes a même essayé de dissimuler cette information dans le film. Il ne voulait pas que les gens sachent qu'il produisait à nouveau des bébés, car ses actions se seraient alors effondrées. Donc en gros, un château avec une ancienne machine avancée à fabriquer des bébés, un peu comme l'arche de Noé, était utilisé par l'État et ces cigognes étaient les travailleurs postaux, conçus pour les livrer. Mais avec le temps, l'évolution des entreprises a rendu cette machine inutile, et donc ils n'ont plus besoin de cigognes. De plus, ils ne mentionnent jamais si ce monde a réellement des relations sexuelles ou non. Le film de Netflix I Am Mother parle littéralement d'un centre de repeuplement rempli de clones, dans le but de reconstruire la civilisation après une catastrophe majeure. Je ne suis même pas surprise de constater que la principale culture des terres environnantes est le maïs, un autre symbole de fertilité, et une plante dont les grains ressemblent à des nids d'abeilles. Ceci est également lié aux enfants du maïs, une société d'enfants gouvernée par un démon. Nous avons une relation intime avec les cigognes, et elle est bien plus ancienne que les Cabbage Patch Kids des années 1900. Nous en dirons plus à ce sujet également plus tard, mais pour l'instant, finissons-en avec l'élevage des bébés. Il y a peu de choses que je puisse dire, et vous devrez faire vos propres recherches à ce sujet. Mais à l'époque victorienne, il y avait cette phase des bébés fermiers, baby farming, dans laquelle on pouvait voir ces femmes qui ne pouvaient plus subvenir aux besoins des bébés, et elles les tuaient littéralement. C'est horrifiant. Il existe de nombreux livres sur ce sujet, et cela s'est produit dans de nombreux endroits, même si je pense qu'il s'agit d'une couverture pour quelque chose de plus profond, car il existe également des publicités pour ces fermes à bébés. Mais elles datent des années 1860 et sont donc beaucoup plus difficiles à trouver. L'un des articles s'intitule littéralement « Les loups habillés en femmes ». Si telle était la situation de la garde d'enfants au XIXe siècle, pourquoi faire confiance aux sources traditionnelles ? C'est à nous de commencer à poser des questions sur la façon dont tout cela a commencé et quand cela a commencé. Même la littérature védique fait référence à des êtres hybrides et à des manipulations génétiques, une science précoce similaire à l'alchimie, avec une compréhension des différents éléments nécessaires pour créer de la chair matérielle. Il semblerait que même dans les anciens temples védiques, on puisse voir qu'ils avaient une certaine connaissance des premières formes de manipulation de l'ADN.
et qui savaient même à quoi ressemble un spermatozoïde et un ovule vus au microscope. Cela expliquerait également pourquoi nous voyons tant d'êtres étranges dans les anciennes représentations médiévales qui sont censées être de vraies créatures. Ces descriptions nous viennent de certains des philosophes et historiens les plus célèbres qui les croyaient vraies, tout comme les races monstrueuses des premiers écrits chrétiens. Pour conclure, l'histoire des bébés éprouvettes est également un sujet obscur. Mais voilà, tout d'abord, prenez un groupe de femmes, vous leur donnez des médicaments de fertilité de sorte qu'elles soient extrêmement fertiles. Les ovules mûrs sont retirés des ovaires, ce qui se fait aujourd'hui à l'aide d'une aiguille guidée par ultrasons. Une fois ces ovules prélevés, on place littéralement un spermatozoïde et un ovule dans une boîte de pétri. Certains d'entre eux se fécondent, c'est ce qu'on appelle un embryon. Cet embryon peut continuer à se développer en laboratoire, dans des conditions contrôlées. Aujourd'hui, on dit que le terme « bébé éprouvette » n'est qu'un terme utilisé dans les médias. Mais ce terme est beaucoup plus ancien. De nos jours, lorsque l'embryon atteint un certain stade, il est transféré dans un utérus ou dans une mère porteuse. Ce processus a dû être tenté à un moment donné. Il existe d'autres moyens d'extraire les œufs. La première référence au bébé éprouvette est un article de journal de l'American Guardian datant du 4 janvier 1929. Les chimistes ne seront plus que des papas un jour, c'est ce que je prédis. Encore une fois, je pense qu'il s'agit d'une moquerie, mais lisons ce qu'ils ont à nous dire. Les patrons commanderont leurs employés selon certains plans et spécifications, croit la Grande-Bretagne. Les bébés éprouvettes seraient très semblables à ceux de la nature. C'est une théorie avancée par H.G. Rhodes, secrétaire général de la British Association of Scientists. Et il pense qu'il y aura peu de différence entre l'homme né d'une femme et l'homme composé dans l'éprouvette. Nous sommes à l'aube des découvertes que les chimistes sont en train de faire. Nous avons presque terminé l'analyse. Nous passons à la synthèse, c'est-à-dire à la construction et à la fabrication de nouveaux produits et des technologies de valeur à partir de produits plus médiocres. La spéculation nous est donc presque imposée qu'à terme, nous serons en mesure de créer des matériaux vivants. Il y a quelques années, le professeur Lubb a annoncé dans une université américaine qu'il avait réussi à féconder artificiellement les œufs de l'oursin. C'était un énorme pas en avant. Nous savons que l'homme, le plus compliqué de tous les êtres vivants, n'est après tout qu'un ensemble de cellules. Nous savons que le protoplasme, cette merveilleuse substance qui est à la base même de tout ce que nous appelons les êtres vivants, est composé de carbone, d'oxygène, d'hydrogène et d'azote. Nous savons comment les atomes ont été arrangés. Un jour, dans un laboratoire, un chimiste pourra arranger les atomes de la même manière. Il aura alors créé le protoplasme, permettant ainsi à la vie de se manifester. Peut-être que cela ne s'arrêtera pas là. Quelque chose comme l'homme, après avoir produit du protoplasme dans un laboratoire de chimie, l'homme découvrira peut-être un processus aujourd'hui inconnu, par lequel cette substance pourrait être incubée et nourrie, pour ainsi dire, afin de produire des formes de vie encore plus compliquées. Enfin, nous pourrons peut-être produire un être qui vit et qui bouge, quelque chose de semblable à nous-mêmes. Et cela peut sembler un rêve fou. Et si on se penche sur l'histoire de ces dernières années, on s'aperçoit qu'il y a eu de nombreux changements. Il se peut que vous ne soyez pas aussi sceptique, car les hommes de science de l'Antiquité se contentaient de recueillir des faits. Les hommes de science modernes prennent ces faits, élaborent des théories sur des phénomènes, prouvent leurs théories et les appliquent à de nouvelles inventions. Les rêves des anciens sont faits pour être réalisés par les modernes. Il y a des siècles, les hommes rêvaient de voler. Le télégraphe et le téléphone sans fil, le cinéma et le talkie-walkie. Toutes les choses que nous considérons comme banales auraient semblé relever de la magie noire pour les anciens. Ce dont nous rêvons aujourd'hui peut se produire dans les laboratoires de biochimie, mais peut-être dans 500 ou 1000 ans, cela sera un fait accompli. Oh, bien sûr, ils ne vont pas vous dire qu'ils avaient déjà découvert cela. C'est pourquoi il s'agit de propagande. Ils vous programment pour que vous croyiez à la science-fiction, comme s'il s'agissait d'un futur lointain. Alors que la réalité est qu'ils ont fait des expériences dans ce domaine dans les années 1700, mais qu'elles portaient juste un nom différent.
L'article continue même en expliquant ce que cette société du futur ferait de ces humains synthétiques. Ce qui a à bien y réfléchir explique pourquoi ils pensent à ce genre de choses. Cela semble tellement bizarre qu'ils en fassent la promotion. Citation. Faire du sale travail. Supposons qu'il soit possible, dans 1000 ans, qu'un chimiste puisse produire des produits synthétiques vivants. Il pourrait être mis à contribution pour effectuer le travail quotidien et libérer ainsi les êtres humains naturellement engendrés pour entreprendre d'autres conquêtes de la connaissance. Et voilà une référence à la franc-maçonnerie. Si vous ne voyez pas cela, je ne sais pas quoi dire. Puis il continue, citation. Est-ce que l'être vivant créé en laboratoire sera semblable à nous humains? Qui sait? Probablement pas. Mais ils auraient une structure qui se rapprocherait de la nôtre. Il est improbable qu'ils soient capables de penser comme nous. Quand on parle de penser, on entre dans la métaphysique. Les médecins ne sont pas d'accord entre eux sur ce qui est la pensée et sur la question de savoir si nous pensons vraiment. Alors, je ne sais pas exactement de quoi il s'agit, mais c'est la première référence que j'ai pu trouver au sujet des bébés éprouvettes. Et il est évident que ce sujet n'est pas nouveau. Et puis, il y a une vieille référence à l'alchimie. Et cette fille qui s'appelle The Fire Cannot Kill the Dragon, elle a de superbes photos anciennes. Alors, allez voir sa page. Et il y a plus d'1 an, après avoir fait un billet sur Artémis, la reine des abeilles, elle a publié un autre billet sur le cabinet de curiosité de Lévinus Vincent. S'agit-il d'une première représentation d'un centre de clonage? N'oublions pas que Lévinus Vincent était l'un des créateurs néerlandais les plus connus et l'un des riches marchands de la République hollandaise et de la bulle financière de 1720, ou Tulip Mania. Il faisait partie de la Royal Society et a publié un livre intitulé « Le cabinet des curiosités » qui indique simplement qu'il s'agit de petits animaux, mais aussi artificialia, qui semble être une sorte de création artificielle. Alors qu'il n'y a aucune référence à la manipulation génétique ou même à des contributions à la science sur cette page. Quel est donc cet endroit? Nous ne le savons pas, mais il y a des choses étranges qui se passent, c'est certain. Non seulement cela, mais celui qui a fait ceci connaissait leur symbolisme. Il s'agit donc d'un livre qui, de par sa nature, est rempli de symboles occultes secrets. Mais nous pouvons maintenant les voir plus clairement. Si vous êtes néerlandais, veuillez nous contacter car nous recherchons des traducteurs. Mais dans ce texte, il parle de beaucoup de choses curieuses. Des serpents et des dragons, des hydres de mer de plus de 60 mètres de long, et la création de l'hydre qu'il dit être un animal réellement inventé et embelli. Il existe une représentation dans laquelle on peut clairement voir un homme tenant une ruche et montrant les étagères à côté de lui remplies de diverses fioles. Sous lui se trouvent 2 bébés orphelins, et l'un d'eux tient le compas, ou l'équerre franc-maçonne. Nous savons que ce n'est pas un hasard, car on le retrouve également dans les symboles décoratifs floraux. Cette ruche a été choisie à dessein, car nous pouvons également voir la Diane d'Éphèse, ou Dame Liberté, Lady Liberty, aux multiples seins, avec la tour ou le château sur sa tête, représentant une sorte d'usine de repeuplement du Nouveau Monde. Et nous voyons des créatures ressemblant à des humains dans certains de ces tubes. S'agit-il d'un premier exemple de bébé éprouvette? De plus, ils ont fait des expériences sur plusieurs animaux pour créer certains hybrides. Encore une fois, nous allons aborder des sujets plus profonds, mais pour ce faire, nous devons nous plonger dans le symbolisme occulte. Laissons ça pour une autre vidéo. Nous espérons que vous avez apprécié celle-ci et faites-nous savoir en commentaire si vous avez des recherches à partager. Continuons à poser des questions et tout ce que nous pouvons espérer, c'est que nos esprits soient enfin dévoilés. Lâchez tout ce que vous pensez être vrai. Détendez votre esprit et posez-vous la question. Est-ce que je comprends vraiment ce qu'est cette réalité ?